Bonjour à tous. On va démarrer. Donc Thomas Lecourt, Édouard Caillot, on est tous les deux associés au studio Rizel. Donc on s'est rencontrés tous les deux dans une agence de Lille, une agence assez conséquente qui s'appelle Béal et Blancard. Et donc il y a l'habitude de travailler sur des sujets, on va dire plutôt grands, 10 000 m², 15 000 m², bâtiments mixtes, bureaux, etc. Et donc après 10 ans de ce régime, on a souhaité avec Édouard déjà travailler à deux, uniquement, et puis dans un second temps, retrouver un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de sens dans la fabrique, dans la conception de l'architecture. Donc c'est ce qu'on a fait, parce qu'on travaille à deux presque exclusivement. Alors on est des fois 3 ou 4 à l'agence, mais enfin on a la volonté d'être présent dans tous les stades de la conception et de le rester. Donc en effet, on est aidé de temps en temps avec des salariés ou des indépendants, mais on souhaite rester à deux et continuer à maîtriser ce que l'on conçoit. Alors après, oui, il y a aussi toute une part on fait du logement, on travaille aussi sur des études urbaines, donc ça c'est plus urbain, on va dire, on travaille surtout sur Lille et sa métropole. Et donc des fois, mais le cœur de métier, le cœur de l'agence, ce sont des équipements de taille modeste. On a la chance à Lille, je vais changer de slide. Voilà, on s'appelle Studio Rizel, donc Rizel c'est le nom de l'île en flamand. On a la chance à Lille d'avoir parce qu'on voit pas grand chose, ça c'est une carte isochrone. En fait, avec Édouard, on se cantonne à 1 heure en voiture de Lille. Voilà, ça c'est notre carte de déplacement. Et on a un territoire qui est très riche. On peut aller sur la côte, on peut aller dans la Somme, on peut aller dans l'Avesnois, on peut aller en Belgique, on peut passer la frontière parce qu'à Gand, on est encore à moins d'1 heure de Lille. Donc en fait, on a vraiment tout un ensemble de territoires qui sont très riches, très différents. Voilà, donc nous, on intervient dans ce domaine-là. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui parce que, donc en effet, on a été mentionné au prix de l'écart d'argent de catégorie première œuvre pour l'école de Vandy-sur-Écaillon, qu'on peut voir ici. Alors voilà la carte postale du début du siècle. Donc on peut voir un paysage qui est très minéral, un paysage de tuiles, un paysage de briques, de pavés. Mais c'est un paysage qui, au fur et à mesure du temps, on va dire, se dégrade parce qu'il n'y a pas réellement d'orientation sur la manière d'entretenir, de changer, de modifier ce paysage. Donc chacun fait un petit peu comme il veut. Il y en a un qui va mettre de l'enduit sur sa façade en brique, un autre qui va remplacer les menuiseries en bois par des menuiseries en PVC, ou alors mettre des fausses tuiles, du shingle ou tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que cette cohérence-là, on l'avait au début du siècle, on l'a un petit peu moins aujourd'hui. Donc on a eu tout de suite avec Édouard l'intention d'apporter une écriture contemporaine, humble mais contemporaine. Parce que humble pour ne pas perturber cet équilibre fragilisé, mais avec l'ambition néanmoins de s'exprimer avec les outils d'aujourd'hui. Donc la demande, elle est très simple en fait, parce que nous aussi, on ne fait pas de concours, on répond à des offres, et donc on rédige des notes méthodologiques. Le programme, là, c'est un programme qui tient même pas sur une page A4. Il faut faire 3 salles de classe, une salle d'activité, et puis surtout déplacer l'école existante qu'on voit ici au premier plan, derrière l'église, parce que derrière l'église, il y a l'école primaire, et l'école primaire est la cantine, et plusieurs fois par jour, les enfants doivent traverser la route nationale qui est dangereuse, etc. Donc c'est une demande purement qualitative, on va dire. Donc très bien, dont acte, on s'en empare, mais on se dit aussi tout de suite que c'est quand même l'occasion de retrouver au centre du village un groupe scolaire. Et donc le symbole, on va dire, de l'église, mais de l'école au centre du village, on va essayer de le développer au maximum pour donner du sens à cette intervention. Le terrain en question, donc là on le voit un petit peu plus frontal parce que c'est le terrain qui est ici sur la gauche. Il est issu de la démolition de plusieurs habitations individuelles. C'est la mairie qui a préempté. Et donc elle a démoli ces quelques maisons et ces jardins. On ne le voit pas trop d'ici, on le verra un peu après, mais il y a 3 mètres de dénivelé. Alors dans le nord, c'est beaucoup. Et on le verra sur certaines photos. Parce qu'en plus, Vangy a la chance d'avoir un paysage lointain, arboré, extrêmement qualitatif. Et on verra que ces quelques mètres vont avoir un impact important dans la conception du projet. Donc le plan, on avait une vue avec la cantine là, qui est en partie basse. Voilà, aujourd'hui c'est un site qui est plutôt grand pour le village, qui est entouré de bâtiments qui sont publics, on peut le voir, l'école, l'église, le presbytère, etc., les services techniques. Mais enfin, tous ces bâtiments,
sont pas tournés historiquement vers ce cœur d'îlot. Tous ces bâtiments, ils sont tournés historiquement vers la rue. Ce qui fait qu'on a à l'intérieur un site qui est vaste, mais qui n'a pas de réelle structure, on va dire physique. Et là, on le voit bien sur cette image. Donc l'absence de structure, elle n'est pas absente d'accroche pour autant, puisque le site, il est composé d'arrières, mais comme l'a dit Thomas, on a une topographie qui induit une entrée haute, une entrée basse. Donc pour nous, tout de suite, l'enjeu d'un parcours, de refaire village, parce que vous l'aurez compris, on s'est emparé du programme de l'école de faire ces 3 classes, soit, mais le but, nous, c'était vraiment d'intervenir dans le village et d'y créer quelque chose. Donc on avait une cour qui était reliée à l'école en partie haute et qui était plutôt étriquée, et qui était en plein vent. Donc nous, les premières accroches ont été ce parcours et le fait de regéométriser quelque chose en partie haute, notamment pour dialoguer avec le paysage, on le verra après. On a installé non pas une barrière par rapport à cette topographie, mais un accompagnement du parcours, puisqu'on a tout de suite raisonné, ce qui est assez bien avec les notes méthodologiques et dans la relation qu'on peut avoir avec notre maîtrise d'ouvrage, c'est que, oui, ils nous demandent un programme d'école, mais ils vont nous parler de leur village, comment il fonctionne, etc., comment on va le développer. Donc ce parcours-là, le but était de le rendre accessible, non pas uniquement pendant l'école, aux horaires d'ouverture et de fermeture, mais de se dire que ça peut être un vrai parcours sécurisé, en cœur de village, qui reconstitue ou métamorphose un petit peu le village pour le rendre accessible aux villageois et faire village, comme on disait. Donc le programme de l'école pour ça, en installant simplement le programme, comme on le verra après, dans le sens de la longueur, on introduit un vide qui regéométrise les choses et qui instaure une certaine longueur. Cette longueur, on est venu la fragmenter en regéométrisant un espace minéral, voilà, adapté à des enfants qui jouent ou à plusieurs événements, on le verra après, et un espace en contrebas qui sera plutôt végétal et qui va dialoguer, lui, transversalement avec un espace de jeu qui était déjà existant, l'espace végétalisé à venir, et ensuite le jardin du presbytère qui était quelque chose hérité, et dont finalement le but est de rendre aux habitants l'usage, en tout cas, de ce jardin du presbytère et son entretien. On voit ici une arrivée par le bas avec cette galerie. Comme je le disais, nous, on a aussi réfléchi à ce parcours. Donc, on est dans des équipements où des communes mettent déjà un budget d'investissement sur un programme. Là, on voit que la partie végétalisée est à venir. Donc, on a proposé, bien entendu, des services d'un paysagiste, etc. On a fait une première feuille de route. Bon, c'est les services des espaces verts qui vont s'en occuper pour l'instant, mais voilà, le but, c'est de jalonner les choses et de faire partie de l'histoire du village et de rendre possible aussi des choses par les dispositifs. On aime bien illustrer aussi cette idée de faire village. Là, c'était une photo lors de l'inauguration, mais qui a été couplée à d'autres événements, etc. On fait un programme d'école, néanmoins, en se mettant dans cette position-là. Le but est de discuter à toutes les générations qui ont vu le village se transformer et qui, voilà, par un effet de curiosité du nouveau bâtiment qui s'est construit pendant 18 mois, là, on peut y accéder et en fait, on a ce chemin de traverse qui est plus celui de la nationale qu'on avait à traverser avant, mais qui est un nouveau sentier au cœur du village. Donc il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs facteurs, on va dire, qui nous ont fait adopter cette écriture en façade. Premièrement, on est en cœur d'îlot, donc en quelque sorte, on est déjà sécurisé. Donc ça reste l'espace public, mais on va dire un petit peu moins public que celui du trottoir. Ensuite, on a une orientation qui est plutôt nord-nord-est, donc pas d'ensoleillement direct, donc il suffit de traiter une performance de vitrage qui soit suffisante pour pouvoir installer, ouvrir l'école vraiment à travers ce dispositif de mur rideau qui va habiter toute la longueur de la façade. Donc c'est aussi on va dire la petitesse du programme parce qu'on n'a que 3 salles de classe. Donc on s'est dit c'est vraiment l'occasion de placer la circulation principale de l'école en façade et de l'ouvrir intégralement. Alors c'est aussi une petite mise en scène de la montée parce qu'on va découvrir au fur et à mesure par le jeu des transparences les quelques programmes qu'on voit ici sur la photo à l'arrière. Depuis l'intérieur, c'est bien sûr un lieu de vie parce que la circulation, c'est bien plus qu'une simple circulation. C'est quand même là où les élèves se retrouvent ensemble le matin, discutent,
Là, on voit qu'il y a des échanges qui peuvent se faire avec les parents, les camarades. Ben voilà. C'est un vrai lieu de vie. Et ça permet aussi, mais on le verra plus tôt dans la galerie, de faire rentrer le paysage dans le quotidien des élèves. Parce que voilà, dans ces communes, le paysage, c'est pas quelque chose qui est appris, on va dire, c'est pas une éducation. Il existe, il est là, mais on va jamais dire regardez, c'est joli, regardez par là, qu'est-ce que c'est, etc. Il n'y a pas de curiosité vis-à-vis du paysage, donc cette grande transparence, c'est aussi pour voilà, faire rentrer tout ça dans le quotidien des élèves. Le grand paysage dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est cette vue, donc là on est à plus 3 mètres. Donc c'est vrai qu'il y a d'un seul coup l'horizon qui se libère, on passe au-dessus des maisons et donc il y a un joli parc qui a été aménagé avec les Caillons, qui est un tout petit ruisseau. Voilà. Donc cette chose-là, on voulait vraiment l'intégrer à la conception du bâtiment. Et donc le programme, le bâtiment du préau, ou de la galerie comme on l'a appelé, n'était pas là à l'origine dans le programme de base. Donc ça c'est une proposition qu'on a faite à la maîtrise d'ouvrage, parce que ça permet de relier l'ancienne école et la nouvelle école, mais ça permet aussi, bien sûr, de protéger les élèves de la pluie, des vents dominants, parce qu'on est plein ouest et que, voilà, par chez nous, les vents dominants, c'est l'ouest. Et donc, par ces deux cadrages, tous les matins, encore une fois, faire rentrer cette vision du grand paysage dans tout le quotidien des élèves en attendant de pouvoir rentrer. On y a aussi mis un programme relais, en fait, c'est la salle des professeurs, la tisanerie. Donc il y a de quoi mettre une petite table, des sanitaires, une kitchenette. Donc un petit peu pour prolonger ce dont parlait Édouard tout à l'heure, le cheminement au cœur du village, la cour d'école, elle peut fonctionner dans un autre temps que celui de l'école. Donc si on veut faire, ça peut être la kermesse, mais par exemple un cinéma en plein air, eh bien on peut le faire fonctionner, on a des sanitaires, on a une kitchenette, s'il y a une cérémonie, s'il y a quoi que ce soit, voilà, l'école, elle peut devenir elle peut accueillir tout du moins des événements qui sont non scolaires, qui vont profiter au village. On voulait aussi vous montrer la cour d'école, donc ça c'est la cour des maternelles. Donc elle a besoin d'être sécurisée, on l'a mis à l'endroit le plus sûr, c'est-à-dire derrière les salles de classe, entre l'église et le presbytère. Voilà, néanmoins, il fallait tout de même un mur d'enceinte. Donc ce mur d'enceinte, il est en briques, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, tous les murs d'enceinte environnants dans les villages sont en briques, donc on a réutilisé cette écriture. Mais ce mur, il va se glisser, il va s'adapter à tout un tas de micro-événements, mais qui existent. À savoir, ici, derrière la porte, on a une tombe qu'on a dû conserver, une tombe qui date de 200 ans. Un arbre ici qui est majestueux, donc voilà, on est venu s'écarter. Pour certaines parties, des fondations existantes, pour éviter d'avoir à fonder à nouveau. Donc voilà, on essayait de s'adapter à toutes les forces en présence. On vient même s'adosser ici contre le pignon du presbytère, voilà, qui a été réhabilité en enduit, qui n'est pas très avenant, avec un local de rangement. Donc voilà, ce mur de briques qui vient couper comme ça les environnants à 1,70 m, donc on a pris la plus petite hauteur réglementaire. Et bien voilà, il va découper un paysage de cimes, un paysage de toiture. Et là encore, dans notre intervention, on est venu l'interrompre à 2 reprises par des cadrages, voilà, pour éviter de donner l'impression aux enfants d'être complètement déconnectés aussi de leur environnement, et donc de leur offrir 2 ancrages, encore une fois, avec le village et la vie du village. Alors vous l'avez compris, on avait beaucoup d'envie, beaucoup de générosité, par contre pas beaucoup de budget. On s'est installé dans la pente, donc on a dû recourir à des systèmes structurel très simple, un socle en béton, qui accueille les organes techniques, qui libère ainsi totalement le plateau haut. Et dans une opportunité encore de relation et de tissage avec les environs, juste ici on a les services techniques qui sont présents. Et en utilisant nos fondations et en les creusant un petit peu plus, on est venu leur offrir un grand local de rangement, donc qui dialogue avec les services techniques qui n'ont plus à laisser leur matériel à l'extérieur. Donc une opportunité encore de dialogue entre l'école et le village. Au-dessus, c'est une charpente métallique toute simple. On est dans un environnement plutôt rural, qui fait penser au hangar agricole voisin. Et par contre, une écriture, quand on arrive par l'entrée basse, voilà le démarrage du mur d'enclos que Thomas vient d'évoquer, et qui crée un dialogue avec le paysage de pignon du site. Donc une charpente métallique pour ses portées assez généreuses, pour le volume qu'on peut venir y créer,
pour la rapidité d'exécution et de mise en œuvre, forcément. Finalement, une possibilité de venir introduire un plan très simple, traversant entre la circulation généreuse qui a été décrite par Thomas tout à l'heure, une orientation sud, donc un haut vent un petit peu généreux, même s'il ne pleut pas beaucoup dans notre région, des fois il pleut quand même, donc pouvoir venir abriter les enfants et en même temps couper totalement le rayonnement solaire, donc pas de surchauffe des salles de classe, et la charpente métallique qui a permis ces volumes, l'installation des 3 salles de classe coupées à chaque fois, donc non mitoyennes, par les salles qui, elles, viennent réunir d'autres activités, donc psychomotricité, dortoir de temps en temps, et la salle de propreté où on a vraiment mis en scène le chemin de l'eau. On était en période Covid, donc remettre le lavabo, la fontaine dans le lieu de vie qui est la circulation et pas dans les toilettes. Enfin, voilà, vraiment être généreux au niveau du lavage de mains. La salle de propreté et puis la récupération des eaux de pluie dans une citerne ici, où on profite encore de la pente pour que les services techniques récupèrent toutes les eaux de pluie pour aller entretenir la végétation du village. Un dialogue simple de matière entre la structure qui est laissée visible et puis les espaces d'usage avec l'ameublement. Voilà, à chaque fois venir épaissir les cloisons pour simplement y intégrer du mobilier et que la commune n'ait pas à acheter du mobilier et que les classes soient vraiment des volumes capables aux enseignants de dispenser la pédagogie qu'ils le veulent, pousser les tables, etc. et avoir le plus de volume possible. La structure métallique, on l'a prolongée dans la galerie pour la finesse finalement de ces éléments structurels, pour conserver un cadrage comme l'évoquait Thomas tout à l'heure, et aussi la paroi qui permet de se protéger des vents dominants, permet aussi par la promenade du bas d'installer un paysage de reflets à la fois du ciel et du paysage lointain, avec une certaine poésie dans le parcours. Donc ici, on revient un petit peu à l'introduction qu'a faite Thomas sur ce paysage fragile, avec quand même la demande d'une école en centre de village. Donc nous, l'installation qu'on a faite en mettant le volume dans le sens de la pente, finalement, il n'y a que la galerie qui s'exprime depuis le bas, qui est forcément une écriture un peu plus contemporaine, mais qui respecte le paysage qui a changé depuis quelques décennies. Et donc voilà, c'est cette école qui permet des choses, mais qui ne s'impose pas non plus dans un paysage. On avait un deuxième, on a encore le temps d'évoquer un deuxième petit projet? Ouais. Vas-y. Donc très rapidement, non mais c'est important de montrer, il y a le village de Vangy-sur-Écaillon qui est un petit peu, on va dire, qui est vraiment pittoresque, il y a un paysage magnifique, la vieille église, etc. On a aussi d'autres demandes. Là c'est la demande de la ville de Falampin, près de Lille, qui a racheté un hangar de stockage dans une zone d'activité et qui souhaite, donc sur cette parcelle, parce que là c'est une parcelle qui est assez grande, on le verra, qui souhaite eh bien, y intégrer, y faire construire des bâtiments publics pour retrouver une nouvelle centralité, hors village historique. Alors, il y a 5 minutes en vélo, c'est vrai, mais vous allez voir que le paysage est un peu surprenant. Donc là, la demande, c'est une salle de danse pour une association locale, enfin danse, zumba, yoga, tout ce qu'on veut, qui est plutôt bien implantée. Et donc ça, c'est ce que nous, on va essayer de mettre en place, hein, des grands volumes, etc. Mais voilà, on va se confronter à un environnement qui est quand même assez ardu. Donc ça, c'est le hangar dont je vous parlais, le hangar anciennement de stockage de Chaudière. Ça, c'est les voisins. Donc voilà, donc, je ne sais plus ce qu'ils fabriquent, c'est du beurre, je pense. C'est du conditionnement de beurre, voilà. Donc un passage incessant de poids lourds. Et donc l'idée, c'est de réussir à faire cohabiter cette première ambition de salle de danse avec eh bien, les avoisinants. Donc on voit qu'ici, une des principales, l'implantation, on va dire, elle est d'abord régie par 2 murs béton en équerre qui vont permettre de se mettre à distance de ce grand hangar Wiesmann, voilà, de 8 mètres, distance réglementaire, et voilà, de poser plus qu'une distance physique, hein, une distance aussi peut-être symbolique. Et donc sur ces 2 murs en équerre qui sont ici, on vient ici longer par une circulation. Parce que c'est vrai que pour s'ancrer dans ce territoire qui est habité par des volumes gigantesques, c'est pas par la masse qu'on allait pouvoir réussir à y arriver, mais par le flux. Donc c'est vrai que là on n'a pas remis tout le plan, mais il y a un plan plus large
qui intègre d'autres équipements par ici. On va dire que la salle de danse, c'est le point de départ de l'urbanisation de cette parcelle. Le passage, eh bien, on le voit ici, c'est la salle ouverture qu'on trouve dans ces deux murs en béton à angle droit. Et donc, ça donne directement sur l'espace de circulation. Donc, c'est vrai que là, un petit peu à l'instar du projet de Vendegie, on essaye toujours de se saisir eh bien, des circulations pour en faire des lieux de vie, aussi humbles soient-ils. On voit qu'ici, dans le couloir principal, on a bien entendu des fenêtres, des bancs aussi pour pouvoir discuter, des cadrages de vue. Voilà, il faut pouvoir se laver les mains. Voilà, c'est des choses assez simples, mais on va retrouver dans ces espaces de circulation tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer, on va dire, la danse. Et ces espaces de danse, eux, vont s'ouvrir côté nord. On le voit ici, très largement. Donc la demande de base, c'était une salle de danse. En travaillant sur l'économie du projet, on a réussi à leur proposer 2 salles de danse, à savoir une petite salle et une grande salle, qui peuvent être réunies, hein, parce qu'on le voit ici sur la gauche, on a une cloison phonique. Donc là, on voit l'ouverture. On a réutilisé une partie des terres qui ont été excavées lors de la réalisation des fondations pour créer un merlon qui est enherbé là, mais voilà, qui va être végétalisé, qui permet là de mettre à distance les camions qu'on voyait tout à l'heure du voisin direct. Avec, on en reparlera peut-être après, une 3e salle, parce qu'en fait, on a souhaité ajouter une terrasse en béton à l'extérieur, mais on le verra plus tôt, qui rajoute une 3e partie au programme. Là. Alors, on est encore dans le cas d'un projet de toute petite échelle. C'est l'économie de 15 ans d'une association qui avait 500 000 € pour faire leur équipement. Donc la mairie leur a donné le terrain, et puis à nous de travailler encore avec cette association. Donc beaucoup d'affect, beaucoup de sentiments. Nous, on est arrivé avec notre écriture et vraiment notre notion de chantier, où on essaye dès le démarrage de mettre en place des choses qui sont pérennes, robustes, pour offrir plus. Vous l'avez vu, on utilise des matériaux qui sont très simples. Les parpaings, ils viennent de 20 km de Falampin. Là, c'est une entreprise de bois qui travaille avec nous, qui est locale, qui est frontalière. Donc toujours cet ancrage belge qu'on a, mais en tout cas, utilisation de matériaux pérennes. Donc c'était un petit peu étrange au début avec eux, qui ne sont pas sachants. Quand est-ce que mon placo arrive, quand est-ce que mon peintre arrive? Nous, on leur a dit, mais non, on peut vous offrir plus avec autant de budget. Et donc il y a eu toute cette pédagogie qui s'est mise en avant encore par l'offre. Donc pas de concours, pas d'image dès le début. On parle d'abord d'usage, on parle de vie, comment va fonctionner le bâtiment. Et donc Thomas l'a dit, la possibilité, grâce à la mise en œuvre, d'offrir une salle en plus. Au début, ils étaient à 100 mètres carrés, on leur a fait 150 mètres carrés de salle. Cette grande poutre qu'on voit levée ici, qui permet d'utiliser l'orientation puisqu'on est dans une salle de pratique sportive avec à la fois des temps très calmes de yoga et aussi des cours de Zumba, donc une ambiance qui peut changer complètement. La grande poutre qu'on voit qui était ici, elle permet un cadrage sur le paysage, et donc le but était de l'encaisser aussi un petit peu pour se cacher des nuisances, réutiliser toutes les terres comme l'a dit Thomas pour créer ce merlon. On a un effet d'encaissement et pouvoir contrôler néanmoins avec le sud ici, le bandeau haut qui permet une lumière traversante, mais qui est contrôlée aussi quand on a besoin de faire du noir. La 3e chose, c'est qu'on est allé au bout de la démarche. Donc l'enclos qui est côté rue principale, donc qui était le mur béton que Thomas évoquait au début, eh ben, on leur a proposé une 3e salle en disant au beau jour, on crée une menuiserie qui est complètement rétractable, on prolonge les miroirs et vous avez l'opportunité d'une 3e salle. Donc ce qui était intéressant avec eux, c'est qu'ils réfléchissaient leur programmation de danse, etc., d'activités. Et en fait, la salle est devenue l'opportunité à l'association d'offrir des nouveaux cours, des choses qui se font en extérieur, du tai chi, etc. Et donc à un moment, même si on est dans un environnement hostile, on écoute un petit peu le site, on se dit quelles sont les forces en présence, quelle est l'orientation et comment, de manière très simple, on peut répondre à une demande qui est une volonté très forte d'une association et d'un partenariat avec une commune,
Et on peut offrir encore plus. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on y est retourné et ils veulent, grâce à la salle, ils veulent recréer un petit peu les bals à l'ancienne avec les personnes plus âgées où on a une intergénération qui commence à recréer du lien. Donc même si on est loin du centre du village maintenant, on a un sentiment où ça se déporte un petit peu et on a un petit centre d'attraction qui se crée de manière assez lovée, assez enclose sur ce site. Non, et pour terminer, en effet, sur cette image, on voit qu'on a... on change un petit peu d'échelle avec ce programme qui est beaucoup plus petit que ses avoisinants, mais on a une forme de mimétisme avec une réinterprétation. On voit qu'au terme de matérialité, voilà, on va ajouter, que ce soit du bois ou du métal, pour faire, voilà, pas tout à fait comme les avoisinants, questionner, mais indiquer le bâtiment public, voilà, assez subtilement, on l'espère. On le voit ici avec la troisième salle extérieure, les jeux de reflets. Voilà l'encaissement dont parlait Édouard. Puis voilà encore, on revient peut-être un petit peu plus à l'image du début avec un cadrage sur ces arbres en fond. Donc voilà, c'est une parcelle qui a des qualités, pas forcément qui saute aux yeux dès le début, mais voilà, on a essayé encore une fois, au-delà de travailler l'objet architectural, d'être capable de proposer à la maîtrise d'ouvrage eh bien, un programme qui soit assez varié et qui soit plus riche que la demande initiale qui a été posée, quoi. Voilà. Merci à vous. C'est tout. Merci. Je pense que c'était possible parce que c'était une association qui était le maître d'ouvrage. C'est une maîtrise d'ouvrage associée entre l'association et la ville de Falampin. Il y avait la commune. C'est un équipement public qui a été suivi par la ville. Mais je pense que le process de l'offre est beaucoup plus flexible que le process du concours. Parce qu'on a souvent dans un concours un programme qui est beaucoup plus détaillé, qui a déjà été pensé, validé en amont, et en quelque sorte par un bureau d'études, un AMO, ou voire même voilà, collégialement, et qui est accepté, et qui doit être accepté par la maîtrise d'œuvre en tant que telle. En effet, quand tout a déjà été validé, écrit, qu'on a 50 pages de programme, c'est un petit peu plus compliqué de dire bah non, on va pas faire ça, on va faire plutôt comme ça. Et donc là, en effet, l'offre la demande étant tellement simplement exprimée à la base, elle va s'enrichir des discussions avec la maîtrise d'ouvrage. Et en effet, on trouve bien quelques ouvertures pour, en accord avec la maîtrise d'ouvrage, proposer des usages et des fonctions différentes, quoi. Donc voilà, nous, on est aussi assez peu adeptes du concours, on en fait quelques-uns, mais on aime bien la flexibilité de l'offre. Oui, c'est compliqué aujourd'hui de refoncer réhabilitation de bâtiments anciens qui avaient totalement d'autres usages. Et aujourd'hui, plutôt enclin à être dans des études de programmation. Et là, en fait, on définit un besoin par rapport à des usages, ce qui est tout à fait logique. Là, je suis en train de me dire que peut-être que l'inverse aussi peut être justifié. Le bâtiment ancien, aujourd'hui, il faut 30 mètres carrés pour un bureau, etc., avec des fonctionnements comme ça, etc. Du coup, ça ne colle pas, forcément. Donc, du coup, proposition, on le fout par terre et on reconstruit du neuf. Et moi, je suis très perturbée par cela. Et donc, du coup, on est aussi dans l'idée que déconstruire, ça coûte énormément cher. Il y a la question de que fait-on des matériaux. En fait, c'est une très grosse ancienne caserne de gendarmerie qui est retombée dans le domaine du conseil départemental. Et en fait, tout ce temps de préprogrammation, on vient à dire, nous, ça coûte trop cher, c'est pas adapté. Et donc, j'en suis là à me dire, en fait, je peux pas faire parce que je peux pas déconstruire, reconstruire. Donc, du coup, on en est là comme deux ronds de trucs. Et je me dis que plutôt que de rien faire, peut-être rechanger cette conception programme-usage, pourtant j'étais complètement rendue à tout cela, mais de se dire que sur de la réhabilitation, il faut faire avec ce qu'on a. Ça existe donc ça. Finalement, même avec il faut que ce soit les usages qui viennent s'immiscer dans le bâtiment, sans se dire on a un couloir avec double bureau, etc. et venir
c'est là où on vient tordre les bâtiments et venir les adapter. Alors en effet, en termes de technique, on peut tout faire maintenant. Par contre, ça prend un budget de dingue. Et il faut plutôt être à l'écoute de nos anciens bâtiments pour les... C'est des vieux, c'est nos aînés, donc il faut les respecter et s'immiscer comme on emménagerait dans un vieil appartement parisien et y mettre nos meubles. Donc je pense que le programme, c'est pas, on ne doit pas l'éditer comme un programme de neuf où c'est la page blanche. Et on doit l'éditer comme donner des grands axes comme un organigramme. Et en effet, en venant dans le bâtiment, on va pouvoir créer quelque chose qui soit adapté à ce bâtiment-là. Et ce qui crée pour moi des doutes, qui vient d'un département très rural, c'est sur le fait que quand on est dans les villes, en particulier à Paris, on constate que ce qui nous est dit pas possible sur de l'ancien et de la réhabilitation, eh bien en fait dans les villes on fait tout et n'importe quoi. Enfin on fait tout avec de l'ancien. L'exemple c'est une usine qu'on transforme en loft ou j'en sais rien. Et donc cette dimension-là, je pense qu'elle est peu ou pas encore suffisamment arrivée dans des territoires peu ruraux où la question était plutôt de faire du neuf, de la ville, du moderne, etc. etc. Et je pense qu'il y a un rapport en France assez étrange entre le neuf et la réhabilitation. Ouais. Le micro, c'est juste pour la prise de son. Oui, pardon. Et les gens qui sont en visio. On a un rapport qui est assez étrange avec le neuf et l'ancien, vous l'avez évoqué, parce qu'on travaille avec une mairie, les mairies de Marquilly, qui souhaite faire un tiers-lieu, donc voilà, un programme mixte, on va dire, assez flexible, dans un ancien garage. Et donc, dans les options qu'on devait présenter à un moment, ils nous ont demandé de faire une option où on démolit, on reconstruit. Donc, je leur ai dit, mais pourquoi démolir pour reconstruire? Vous ne pouvez pas garder votre garage, il est existant, malgré tout, il n'est pas, on va dire, habitable, on ne peut pas accueillir du public en l'état. Mais pourquoi forcément le démolir? On va payer 50 ou 70 000 euros, on va créer des gravats, etc., qu'on va devoir évacuer. Mais en fait, on a toujours, si on construit du neuf, on démolit l'ancien. Mais voilà, il ne faut pas travailler, on peut aussi, en fait, il y a aussi une zone grise qui existe entre les deux. On peut faire un petit peu de neuf et garder de l'ancien. Garder de l'ancien, peut-être pas dans la vocation première. Là, en effet, on ne peut pas faire de tiers-lieu si on ne fait rien dans ce garage, mais ça fait du stockage. On peut accueillir un atelier d'artistes temporaire. Il y a plein d'usages à imaginer dans cet ancien qui est non réhabilité. Donc on peut aussi se dire, j'ai ce patrimoine qui est bâti, alors peut-être votre ancienne caserne, on va faire du neuf, mais ce neuf va aussi exploiter en partie le bâti ancien qu'on peut garder un petit peu comme, pas des économies, mais enfin, si, c'est ça, c'est un patrimoine qu'on a accumulé, qui existe. C'est carbone en moins qu'on va produire voilà. Pour faire du bâtiment neuf. Gardons-le, et surtout, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes pour utiliser des locaux. Pas forcément de l'habitat, je parlais d'atelier d'artistes, ça peut être aussi, par exemple, un restaurant en pop-up, enfin, il y a plein de petites initiatives comme ça qui ne demandent qu'à exploiter des bâtiments comme ça qui ont une temporalité qui est limitée dans le temps. Voilà. Donc pas forcément démolir pour reconstruire, mais on peut faire du neuf en exploitant aussi l'ancien. Il y avait une question, je crois. Oui, Jacques. Merci. Jacques Saint-Silly, directeur du CAU Guadeloupe. J'ai beaucoup apprécié la frugalité du projet et puis du second notamment. Je me suis inquiété un petit peu sur la vision que vous aviez du positionnement du premier projet en m'interrogeant sur les paysages. Il y a un paysagiste, je pense qu'il a eu certainement ce ressenti. Quand on voit l'église derrière qui vient d'être murée, même si vous avez laissé quelques transparences, mais en tout cas la perspective, comme vous avez montré, nous coupe carrément cette perspective qui jadis aurait, ainsi que l'arbre, tronqué comme ça. Je ne sais pas si le discours que vous avez tenu est en cohérence avec ce que j'ai vu. En tout cas, ce qui m'a plus un petit peu inquiété, c'est de savoir que la loi sur l'architecture a entraîné un certain nombre d'orientations qui ont vu vraiment pleinement prise en compte cette loi lorsque la loi MOP est arrivée. La loi MOP qui a instauré des concours d'architecture pour arrêter
cette gabégie qui existait dans le clientélisme ou dans les spécialisations de relations des maîtres d'ouvrage commanditaires et de la profession. Et là, j'ai cru entendre une apologie du non-concours, comme si, quelque part, il y a une frustration elle a pris 10 ans pour être mise en place, cette loi MOP, plus de 10 ans. Et en définitive, moins de 10 ans après sa proclamation, on l'a décrit quelque part, puisque si apologie de non-concours, c'est quelque part revenir sur ses acquis. Or, dans nos territoires, on a vu, à partir de cette loi, à tout à moins les concours presque devenus obligatoires dans la maîtrise d'ouvrage, à certains tarifs, bien sûr, il y a des seuils, on a vu émerger une plurielle de qualité architecturale dans la fabrication de la ville, dans la fabrication du cadre de vie. Et là, je m'interpelle, je m'inquiète, parce que, à savoir, est-ce que c'est l'apologie anti-concours ou l'apologie d'une certaine manière de concourir? Parce que, à mon avis, le concours d'architecture, s'il est bien mené, avec un bon cahier des charges, n'empêche pas la créativité et n'empêche pas de transcender justement les programmes. La preuve, combien de concours ont été lauréats totalement en dehors des programmes ou des cahiers des charges mis en place. C'est parce qu'il y a une intelligence aussi au niveau des choix des membres du jury. Voilà. Oui, non, c'est pas spécifiquement l'apologie du non-concours. Je pense qu'on est 100% d'accord avec le discours que vous venez de tenir. La loi MOP, on y est aussi fortement attaché parce que on fait du public, donc on est très content justement d'être dans ce cadre, on va dire, qui protège plus l'architecte de la loi MOP. Mais enfin, c'est vrai que ça dépend de l'échelle. Et donc en effet, il y a certaines échelles, des échelles plus petites, dans des petites communes. Voilà, le concours, ça coûte aussi de l'argent, donc les concours ne sont pas toujours organisés. Et c'est vrai que les programmes ne sont pas toujours très détaillés, mais en effet, sur un bâtiment qui est plus complexe, il y a la nécessité de travailler en amont sur un programme voilà, plus dense et mieux ciblé, et auquel cas, là, le concours n'est pas du tout discutable. Mais enfin, l'offre existe, donc... Non, je pense que ce qu'on voulait dire aussi, c'était que le concours, il impose un prérequis esthétique. Le choix, il va se faire souvent sur un parti pris esthétique. Tandis que nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est un dialogue qui s'engage dès le début, avec une maîtrise d'ouvrage, voire plus, quelque chose étendu, maîtrise d'usage, etc. Et qui permet de discuter usage avant l'esthétique. Si à un moment, on avait montré une perspective de la salle de danse, je pense qu'on ne vous montrerait pas les photos ici. On n'aurait pas du tout été lauréat. Alors que si on leur dit, on met en œuvre des matériaux robustes pour vous offrir plus de volume, etc., rentrer dans une discussion avec eux, et bien là, la pédagogie se fait. Et c'est pas que dans un sens, c'est eux qui nous ont permis aussi d'instaurer ça. Alors que dans un concours, déjà on est en chambre, on a 3 mois, c'est un peu étouffant, et c'est de la bagarre sur de la surenchère de choses. Donc oui, le concours, il a des vertus dans des dispositions plus grandes, c'est encadré, donc ça, de cette manière-là, c'est bien. De temps en temps, le casting, il est d'une diversité telle que ça pose des questions aussi au niveau du jury. Par contre, quand on fait une sélection de peut-être 3 agences qui se ressemblent, là, ça va être du purement esthétique, quasiment. Donc les deux posent la question, il n'y a pas d'apologie de l'un ou de l'autre, on présentait juste 2 projets qui ont une forme d'aboutissement grâce au dialogue maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Non, je sais pas. Non, mais non, pardon. Non, mais sur cette histoire du concours, enfin, moi j'adore les concours. Sur l'histoire de concours ou gré à gré, je pense que c'est pas tant le sujet en fait. La question c'est le dialogue. Un dialogue compétitif, par exemple, c'est génial. Pourtant, c'est un concours, mais nous, on a réussi à faire la réhabilitation du bâtiment de l'hôtel de l'Artillerie pour faire le campus Sciences Po, qui marche vraiment bien, je trouve, près de l'église Saint-Thomas d'Aquin. Et en fait, on ne respecte pas le programme. Évidemment, on respecte le programme final, mais on ne respecte pas le programme initial, parce qu'on a montré que si on respectait le programme, il fallait quasi détruire le bâtiment. Et donc, par rapport aussi à ce qui était dit sur la caserne, parfois les programmes sont mal montés, parce qu'ils sont montés
d'abord sur une idéologie du neuf. Il n'y a pas une véritable culture de l'existant aujourd'hui encore. On transpose, par exemple, quand on fait une certification, enfin, quand on fait une réglementation thermique pour l'existant, on dit on va prendre le même code que le neuf, sauf qu'on ne va pas pousser les curseurs aussi loin. En fait, un bâtiment ancien, épais, qui fonctionne sur la convection naturelle, sur le fait que l'eau traverse les parois, etc., ça n'a juste rien à voir avec le modèle sous-jacent dans le code du neuf. Donc quand on dit on va prendre le neuf et on va le décliner pour être moins exigeant sur l'existant, ça ne marche pas. Donc c'était ce qui avait été fait sur Sciences Po. On aurait abîmé toutes les qualités initiales du bâtiment existant. C'était un bâtiment fait avec des murs de pierre de 60 cm d'épaisseur. Pour respecter le programme, il fallait l'isoler par l'intérieur. Du coup, une fois qu'on l'isolait, on était obligé de le mettre sous respirateur artificiel, donc ventilation double flux simple et avec récupérateur de chaleur, etc. On aurait eu certainement toutes les certifications à leur plus haut niveau, mais on aurait juste altéré le bâtiment. Et en fait, grâce au dialogue, on a dit, si on fait ça, voilà, on respecte tout votre programme, mais voilà ce qu'on gagne, et voilà ce qu'on perd. Parce que de toute façon, sur une intervention, sur une transformation, on gagne toujours et on perd toujours. Et la vraie question sur un existant, c'est comment on lie l'état initial, les forces et les faiblesses, et ensuite comment on engage un processus de transformation, qui est du coup un programme qui se construit vraiment ça prend un peu plus de temps à construire, parce qu'il faut évidemment accepter de connaître bien ce sur quoi on va agir, et il faut construire un programme ou une stratégie ou je ne sais pas quoi, qui en tout cas répond aux faiblesses, mais préserve, voire valorise les forces. Et ça manque complètement. Donc ça, par le dialogue, en fait, ça marche du tonnerre, mais c'est vrai que le concours, c'est bien. Nous, on a démarré à l'agence, on faisait que du public loi MOP, et on a réussi à faire des choses extraordinaires. Maintenant que la fabrique de la ville est entre les mains des promoteurs et des investisseurs, c'est quand même un peu plus compliqué autour des questions écologiques. Ce qu'ils cherchent quand même, c'est la tri-certification qui permet d'attester que les choses sont bien. Sauf que la certification n'atteste rien de bien, elle atteste juste que c'est certifié, et certifié, ça ne veut pas dire bien. Donc moi j'ai adoré ma période, mes 15 premières années, on va dire, très concours. Par contre, c'est vrai que j'ai adoré le dialogue. Après, là, ce que je trouve, au-delà de la qualité des projets que je trouve vraiment extraordinaire, parce que j'avais un récit qui s'appelait, sur la question de la sobriété et de l'usage, justement. Ce qui manque souvent, et que là, vous avez eu la chance d'avoir, mais comme dans le projet d'Alain, en fait, c'est de discuter avec des gens qui seront là. En fait, c'est ça qu'on arrive. Par exemple, livrer du bureau en blanc, c'est chiant à mourir, quoi. On sait pas ce que c'est. Livrer du logement pour un promoteur qui a déjà ses codes de la façon d'habiter avec son habitant prototype, c'est atroce. Donc, pouvoir discuter avec le maître d'usage, c'est juste fabuleux. Et en fait, là, c'est surtout ça que vous avez comme chance extraordinaire sur ces projets, c'est que vous parlez non pas qu'avec un maître d'ouvrage, mais avec un maître d'usage. Et en fait, c'est ça qui est absolument magnifique. Bon. Merci. C'était caché dans la poche. Bien. Vous avez d'autres observations? Il y a d'autres observations ou d'autres questions. Donc je rappelle juste que cet après-midi est, grâce à Tienne, c'est votre prénom, c'est ça? Thibaut, est enregistré, donc il y a une prise de vue professionnelle, et donc vous pourrez retrouver ces conférences sur notre chaîne YouTube. On peut vous passer des liens, etc. Donc voilà, profitez-en après, valoriser ces temps et prolonger les échanges peut-être aussi, qui sait, en conseil municipal, en conseil départemental, autour d'un atelier ou autre. Joël, les partager à d'autres, effectivement. Voilà. Moi j'aime bien relever, et comme le disait tout à l'heure François Roblin, puisque je suis agriculteur, mais grâce à vous, je vais devenir un agricultivé, sur le principe que vous utilisez le vocabulaire français, mais d'une manière très originale. Je ne reprendrai pas depuis le paysagiste, l'urbaniste, mais en reprenant certains de vos termes. Et ça m'amuse beaucoup. Vous parlez beaucoup de dialogue entre les bâtiments. Donc c'est vrai que c'est assez original. Je me suis toujours posé de questions, quel genre de vocabulaire ils avaient, les bâtiments entre eux. Mais bon, les bâtiments sont en dialogue. Merci. Je m'en amuse beaucoup, des fois dans des petites discussions apéro, tout ça, avec des amis. Je leur dis, vous savez, j'apprends beaucoup de choses avec les architectes. Les bâtiments sont en dialogue. Bon, d'accord, ok. Les espaces sont généreux.
Donc, vous avez parlé de générosité. Souvent, vous êtes très généreux. Vous donnez aussi beaucoup de votre temps. Je sais que vous comptez pas votre temps, et souvent la rémunération des architectes, elle n'est pas extraordinaire par rapport au temps passé. Donc, vous êtes généreux également. Donc, ça, c'est très bien. Et vous avez parlé de la poésie dans le parcours. C'est quand même extraordinaire, hein, vous imaginez. Donc, il faut inviter les gens à marcher, parce que du coup, il y a une poésie dans le parcours. Donc il faut aussi le dire, ça va encore mieux en le disant. Et je reviens sur les mots qui sont sortis à la fin de notre discussion. On a bien parlé de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que vous avez été maître de l'œuvre pendant un certain temps, mais ensuite vous la remettez à un maître d'ouvrage. On a surtout aussi parlé à la fin de la maîtrise d'usage. Et je pense que ça, c'est un élément important qu'on oublie souvent dans l'idée de la programmation, c'est la maîtrise d'usage. Et quelquefois, surtout quand on construit des bâtiments qui sont très compliqués, très complexes, avec notamment, comme nous l'a dit notre urbaniste, eh bien, c'est de créer des bâtiments sous respiration artificielle, avec une gestion technique dans un espace confiné qui est extraordinairement compliqué. Et donc, vous imaginez le maître d'ouvrage qui va gérer ça demain, surtout quand on accompagne des petites collectivités locales qui n'ont pas les personnels techniques. Donc il faut revenir, quand on l'a dit tout à l'heure, c'était un propos important, la sobriété. Donc ça veut dire aussi comment est-ce qu'on ne complexifie pas les choses. Et ça veut dire que c'est un dialogue important entre les différents acteurs du bâtiment et les ingénieurs et les techniciens qui travaillent par rapport à ces questions de thermique, de solaire et autres. Eh bien, il faut qu'on arrive à certains moments de calmer leurs ardeurs, parce que derrière, le maître d'ouvrage aura à maintenir son bâtiment sur le moyen et le long terme. Et puis également, quelquefois aussi, la maîtrise d'usage ne comprend pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Il fait trop chaud, il est impossible, il est ceci et cela. Donc voilà, la compréhension des bâtiments est très importante et on a un long chemin à faire. Et les CAUE sont là pour ça, j'en suis persuadé, pour arriver à faire le lien entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage. Donc en tout cas, merci pour vos interventions. Vous avez fait un déplacement devant un petit nombre de personnes, mais qui sont des personnalités locales très ancrées, puisque nous sommes des élus de terrain. Et on a besoin à un certain moment de faire des pauses dans notre vie d'élu trépidante, éparpillée, dans plein de sujets divers et variés. Et puis là, vous nous avez posé un moment sur ces sujets de paysage, d'urbanisme, d'architecture. Et donc, il faut tant que ça fasse son jus de cerveau. Et je pense que le jus de cerveau est extraordinaire s'il est consommé sur le long terme. Donc voilà, merci beaucoup, bonne continuation dans vos activités. Et puis nous, on va retourner dans nos territoires.